je m'appelle Daniel Vancier, j'habite à Nice depuis 45 ans. Je suis né en 1939, ce qui est pour les familles d'origine juive, c'était pas une bonne date. Mais mes parents ne voulaient pas d'enfants à cette époque-là, mais pour ne pas avoir d'enfants à cette époque-là, il fallait payer cher et mes parents n'avaient pas les moyens, donc je suis arrivé. J'ai une sœur qui a 4 ans de plus que moi. Nous sommes nés tous les deux en France, à Paris. C'est important pour la suite des événements. Mes parents venaient de Pologne parce que en Pologne, les Juifs étaient des citoyens de seconde zone. Il y avait des pogroms, ils n'avaient pas certains droits. Donc ils sont venus en France en 1930. France, c'est le pays des droits de l'homme, c'est le pays de Victor Hugo, d'Émile Zola. Donc chacun pouvait être d'une confession différente, d'une origine différente, sans aucun problème. C'était la France, la terre des libertés, donc c'était formidable pour eux. Comment avez-vous vécu la Seconde Guerre mondiale en tant qu'enfant? Alors, vécu, c'est pas le terme exact, on va dire Ouais. survécu, disons. Ben voilà, donc je suis né en 1939. À partir du moment où la France perd la guerre contre l'Allemagne, c'est un nouveau gouvernement qui s'installe en France, et dirigé par le maréchal Pétain. Qui crée tout de suite un ministère qui est impensable, mais qui a existé à cette époque-là. Ça s'appelle le commissariat aux questions juives. Ça veut dire que les juifs vont avoir un statut particulier, et petit à petit, ils vont avoir de moins en moins de droits, et jusqu'au moment où, par exemple, le 14 mai 41, mon père reçoit un billet vert, c'est une lettre d'une couleur verte. Vous êtes prié de vous présenter au commissariat de police le plus proche de votre domicile. Il n'a pas tué, il n'a pas pillé, il n'a pas volé. Et il dit, je risque rien, on est en France. Il va au commissariat et immédiatement il est arrêté, conduit au camp de Pithiviers. C'est un camp d'internement à côté d'Orléans. Un camp d'internement. Donc ils sont gardés par des policiers français, là, des gendarmes français, internés. Internés, ça veut dire que dans la journée, ils font des travaux dans les fermes et le soir, ils sont obligés de rentrer au camp. Le 14 juillet 1942, c'est-à-dire il est là déjà depuis 10 mois, environ un peu plus même, un peu plus d'une année. Le préfet d'Orléans, qui est la plus haute autorité de l'État, vient leur dire aux personnes, c'est toutes des personnes, des hommes en âge de travailler, il leur dit ne cherchez pas à vous échapper puisque vous êtes sous la protection de la France. C'est important la France qui nous protège. 3 jours après, le 17 juillet 1942, on les met dans un train, pas un train de voyageurs, un train de marchandises, de wagons à bestiaux, et ils partent pour 3 jours et 3 nuits. Et ils arrivent en Pologne, dans un camp qui s'appelle Auschwitz-Birkenau. Dans le train, ils parlaient entre eux, ils disaient « Qu'est-ce qui va se passer? On va travailler, ça va être difficile. Et puis un jour, la guerre s'arrêtera. Et on reviendra. » Et personne n'imaginait que c'était pas du tout ça.
Alors pendant ce temps-là, ma mère, ma soeur et moi, on est arrêtés à Paris on est arrêtés à Paris le 16 juillet 1942 lors de la rafle du Veldiv. C'est la première fois que les policiers, les gendarmes français, sur les ordres des Allemands, arrêtent des familles juives entières, des enfants aussi. J'ai 4 ans, ma soeur 8 ans, on nous arrête. On monte dans l'autobus à Paris, c'était des autobus avec des plateformes, il y avait une seule entrée, une seule sortie. Ma mère voit dans l'autobus qu'il y a des enfants, des femmes âgées, des hommes âgés, des personnes handicapées. Elle comprend que c'est certainement pas pour un voyage touristique, donc elle dit aux policiers français, je rappelle, il n'y avait que des policiers français, elle lui dit j'ai encore des paquets à prendre, j'ai pas pris les paquets que je devais prendre. Le policier lui dit vas-y, dépêche-toi. Ma mère dit non, j'ai beaucoup de papiers, il faut que les enfants viennent m'aider. Le policier lui dit vas-y avec tes enfants, mais dépêche-toi parce qu'on t'attend pour partir. On habitait à Paris, là où il y avait des cours intérieures dans le bâtiment. Donc dans la 3e cour, là où on habitait, c'était au sous-sol. Bon, il y a une cave là, on se cache là. Bien sûr, on ne retourne pas à l'autobus parce que ma mère avait compris que qu'il fallait pas. On ne savait pas exactement ce que ça donnait, mais quand on arrête des enfants, je vous rappelle 4 ans, 8 ans, c'est certain. Donc on ne retourne pas. L'autobus s'en va dans l'après-midi, puisqu'on était venu nous arrêter à 6h du matin. Ils avaient des listes, les Français, les policiers, les gendarmes français. Et on sort de notre cachette quand l'autobus est parti, quand on l'a entendu partir, et on va dans le métro. Dans le métro, parce qu'à cette époque-là, le métro fermait la nuit, et surtout, il n'y avait pas de rafle dans le métro. On reste une dizaine de jours dans le métro. Les conditions de nourriture et d'hygiène sont pas, disons, terribles, mais enfin, il y a des gens qui nous donnent à manger. Et ma mère entend parler d'un passeur, parce que la France, à cette époque-là, était coupée en deux par la ligne de démarcation. C'était une véritable frontière. Le nord, zone occupée par les Allemands, et le sud, zone libre. On pense que ça veut dire liberté en bon français, c'était pas le cas. Donc ma mère entend parler d'un passeur. Un passeur, c'est quelqu'un qui, pour de l'argent, pour un intérêt, vous fait passer une frontière illégalement, puisqu'il y avait la ligne de démarcation. Donc ma mère donne une bague au passeur qui nous conduit au bord de la ligne de démarcation. C'était un fleuve, c'était la Saône, ça se passe du côté de Chalon-sur-Saône. Et là, on monte dans une barque. D'un côté, le nord, c'était la zone occupée, de l'autre côté, la zone libre. Donc on traversait la rivière sur cette barque, et dès qu'on arrive de l'autre côté, malheureusement, on est arrêté de nouveau par la milice. La milice, c'est ni l'armée, ni la police, ni la gendarmerie, ils n'ont aucune morale, aucune règle. Ils leur disent ce que le chef d'État leur dit de faire, ils le font, sans se poser aucune question. Et en plus, à cette époque-là, la milice, les miliciens, touchaient de l'argent pour chaque juif arrêté, même pour un enfant. Pour un enfant, pas beaucoup. Pour un adulte, un peu plus. Pour une personne qui avait un enseignant, un avocat, un médecin ou plus. De là, on est mis dans des camions. Chalon-sur-Saône, c'est à peu près au milieu de la France. Et on est conduit vers le sud, après 2 jours et 2 nuits de trajet dans des camions, au camp de Rivesaltes. Au camp de Rivesaltes, c'est à côté de Perpignan. C'était un camp d'internement, comme le camp de Pithiviers. Mais j'ai oublié de vous dire que, par exemple, où mon père est parti, dans tous les camps d'internement en France, qui étaient gardés par des Français, des policiers, des gendarmes français, il y avait, au fond du camp,
une voie ferrée avec des wagons de marchandises. Dans tout, il y avait environ 200 camps d'internement en France. Dans tous, c'était la même chose. Il y avait toujours une voie ferrée avec des wagons de marchandises à côté. Si vous avez l'occasion d'aller au camp des Milles, vous en verrez un. Donc à Rivesaltes, on est là aussi. Les conditions d'alimentation, d'hygiène sont précaires, mais ce n'est pas le plus important. Parce que ma mère voyait que tous les 4 jours, il y avait un train qui partait, un train de wagons de marchandises avec des hommes, des femmes, des enfants dedans. Et le train revenait 4 jours après vide. On ne savait pas exactement ce qui se passait. Mais de nouveau, quand on entasse dans des trains de marchandises comme ça des hommes, des femmes, des enfants, parce que le camp de Rivesaltes, il l'appelait, entre guillemets, camp de regroupement des familles. Donc il y avait des familles entières. Donc ma mère pense aussi que c'est pas bon de rester pour des enfants dans ce camp. Elle avait une amie à Toulouse, elle arrive à la joindre et à lui dire essaye au moins de faire sortir les enfants de ce camp parce qu'il y a certainement un danger. Cette amie de Toulouse va voir un agriculteur qui livrait des pommes de terre dans le camp de Rivesaltes. Et une nuit, on est resté plus d'1 mois dans ce camp, 5 semaines environ. On nous met, ma sœur et moi, dans une charrette tirée par un cheval avec de la paille par-dessus et on sort du camp. Et puis, je vous ai dit, ma mère avait dit à ma sœur de s'occuper de moi. Mais dès qu'on est sorti du camp, on est pris en charge par une organisation qui s'appelle l'OSE, OSE, Œuvre de secours aux enfants. C'était des jeunes étudiants juifs qui avaient compris que de sauver les adultes, ça serait difficile, qui essayaient au moins de sauver les enfants. Donc ma sœur est envoyée dans des fermes, moi dans une autre direction, envoyée aussi dans des fermes. Et là j'ai passé 2 ans et demi de ferme en ferme. Alors les fermes, on était cachés dans des fermes parce que c'était difficile d'accès, les fermes, c'était des chemins en terre souvent. Et dès qu'on entendait une moto, parce que les gens qui nous cherchaient, qui chassaient les juifs, ils circulaient en moto. C'était une moto avec un siège à côté, les sidecars. Donc quand on les entendait venir, on me disait de me cacher. Me cacher, alors ça pouvait être soit dans une grange, soit dans une cave, soit s'il y avait un bois, j'allais au bois à côté. Alors déjà, on m'avait inculqué la peur de l'uniforme. J'avais déjà eu au camp de Rivesaltes, il y avait des chiens qui nous gardaient, j'avais la peur des chiens. Ça m'est resté longtemps, ça. Et donc dans ces fermes, je changeais, les gens qui s'occupaient de nous me changeaient souvent de ferme parce que dès qu'il y avait un danger peut-être, et par exemple si j'étais caché la plupart du temps par des gens par humanité, ils considéraient qu'un enfant de 4 ans, 5 ans, 6 ans n'avait rien fait de mal, il n'y avait aucune raison qu'on veuille l'arrêter. D'autres pour de l'argent, mais à ce moment-là, les gens qui s'occupaient de nous, on restait pas longtemps parce qu'ils pensaient que la milice pouvait donner un peu plus d'argent et à ce moment-là, bien sûr, on était pris. Alors, j'ai oublié de vous dire, on était séparés avec ma sœur parce que la règle c'était de séparer les frères et les sœurs pour que si un soit pris, il ne puisse pas dire où était l'autre, ainsi de suite. Donc pendant 2 ans et demi, j'ai pas eu de nouvelles de mon père, bien sûr, qui était à Auschwitz, de ma mère qui était restée dans le camp et de ma sœur qui était cachée dans une autre région, pas loin, mais aucune nouvelle, on savait. Ça c'est aussi c'est des souvenirs qui restent parce que vous avez 4 ans, vous êtes seul, vous me demandez. En plus, j'ai oublié de vous dire que ma langue maternelle, c'est pas le français, c'est le yiddish, c'est la langue que parlaient les juifs d'Europe centrale.
qui est tiré un peu de l'allemand, où il y a des mots hébreux, russes, polonais, donc je ne parlais pas. Il ne fallait pas que je parle et surtout il ne fallait pas que je rencontre un uniforme. Alors là j'ai appris deux choses qui sont restées. La peur d'abord, la peur de l'uniforme, la peur d'être pris, puisque moi on m'envoyait me cacher, alors que les enfants des fermiers, les autres, on ne les envoyait pas se cacher. Donc on se sent diminué, on dit on est moins que les autres. Bon. Et puis j'ai appris aussi l'injustice, parce que il y avait des enfants des fermiers, on faisait les mêmes travaux, vous savez, dans une ferme, les enfants ils font des petits travaux, mais c'est normal, hein, on va donner les épluchures aux cochons, on trie les légumes, s'il y a une vache, on va la garder, l'emmener au champ. Mais c'est tout à fait normal que de faire ça, tous les enfants font ça. Sauf que lorsque venait l'heure des repas, quelquefois, pas toujours, mais c'est arrivé assez souvent pour que ça m'arrête, les enfants du fermier, ou de la fermière, des fermiers, avaient davantage à manger que moi. Et ça, un enfant ne comprend pas. Il a le même âge que les autres enfants, il fait les mêmes petits travaux que les autres enfants, il se croit pareil que les autres enfants. Et à l'heure des repas, il avait moins à manger. Ça, c'est aussi difficile à comprendre pour un enfant. Il y a 2 ans et demi qui se passent. La France est libérée en août-septembre 1944. On me ramène à Paris dans un foyer d'enfants. Alors là, il y a une succession de miracles, enfin pour moi, de miracles, d'événements, disons, positifs. Au bout de 10 jours, ma sœur revient. Eux, ils avaient l'adresse, elle est vivante. C'est déjà quelque chose de formidable pour moi. Il se passe encore qu'on reste dans ce foyer pour enfants qui n'ont pas de parents. On reste 3 semaines et un autre miracle arrive, ma mère revient. On voit ma mère arriver parce qu'elle a dit au camp de Ruppsalt, elle est sortie 4 mois après nous, elle a dit j'ai des enfants qui sont nés en France, qui sont français, par déclaration. Et ça s'est joué à 15 jours près. Parce que 15 jours après, il y a le journal officiel de l'État français de l'époque, où il y a toutes les lois. Il y en a une demi-page qui dit, vu le maréchal Pétain, le président du Conseil Laval, vu l'article de loi, ainsi de suite, enlève la nationalité française à ma sœur et à moi. On nous enlève, parce qu'on est dangereux pour la France. Ma sœur 9 ans, moi 5 ans. Alors, on nous enlève la nationalité française parce que ça se passe fin 42, début 43, jusqu'à cette époque-là, on ne déportait que les juifs étrangers. Donc pour pouvoir nous déporter, il fallait qu'on soit étranger, donc on nous enlève la nationalité française. Donc heureusement, on était déjà cachés, donc on ne nous a pas trouvés. Il se passe aussi un autre événement fort. Je parle de ce que, même si j'étais petit, quand un enfant vit des événements forts, il se rappelle. C'est le 1er octobre 1944, on rentre à l'école. J'y vais, même si je ne parle pas français, j'y vais, je suis inscrit, j'y vais. Et là, c'est pour moi un miracle parce que le maître distribue des cahiers, il m'en donnait un à moi aussi. Il distribue des crayons, il m'en donnait un à moi aussi. Il donne des livres, il m'en donnait un à moi aussi. C'est la première fois à l'école que je suis comme les autres enfants. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Et en plus, les enseignants qu'on avait à l'époque, on était dans la classe 3 ou 4 enfants dans mon cas, ils nous gardaient, qui ne parlaient pas français, ils nous gardaient 1 heure chaque jour, après, pour apprendre le français. Et un enfant apprend vite, en 3-4 mois, on a appris à apprendre, grâce à cet enseignant qui nous apprend. Et puis le dernier miracle qui arrive de mon enfance, c'est à cette époque-là, on n'allait pas à l'époque le jeudi.
un jeudi matin, c'était le 9 mai 45, je me rappelle comme si. Donc on a été déjà depuis nous 7 mois, ma soeur et mon frère et ma mère à Paris. On tape à la porte un matin, il y a 2 hommes normaux qui encadrent quelqu'un. On ne peut pas dire que quelqu'un qui est soutenu, qui a les yeux qui lui sortent de la tête, qui a un squelette vivant, 30 kilos il pèse. Et on me dit, c'est ton père. Je dis non, ça c'est pas un père, ça, c'est rien. Et c'était mon père. C'est un des rares personnes qui a survécu, qui est passé 3 ans là-bas, à Auschwitz, dans le camp d'extermination, mais il y avait juste à côté d'Auschwitz, il y avait bien sûr le camp d'extermination, il y avait, qui était le plus grand, et il y avait un camp de travail, et Auschwitz avait des satellites, il avait été amené, après avoir resté 8 mois à Auschwitz, il avait été amené dans une annexe d'Auschwitz, dans une carrière où il cassait des cailloux, mais c'était le même principe, pas manger, battu, appel. Et il avait survécu et il avait fait aussi la marche de la mort, c'est-à-dire le 17 janvier 1945, les Russes avancent vers le sud de la Pologne, les Allemands décident d'évacuer Auschwitz, les quelques personnes qui sont encore valides, donc ils font revenir toutes les personnes qui étaient dans les camps annexes et commence la marche, ce qu'on appelle la marche de la mort, parce que il fait très froid, ils sont chaussés pieds nus dans des sabots, ils n'ont que des vêtements de toile, pas à manger, et il faut marcher parce que les Allemands veulent les faire refluer encore vers le centre de l'Allemagne. Ça durait 3 mois, ça. Dès que quelqu'un s'arrêtait, il prenait une balle dans la tête ou un coup, simplement un coup de bâton, il était mort ou il le laissait dans la neige. Mon père a survécu à tout ça, mais mon père s'est rétabli, il est parti à la campagne, nourri, il s'est remis physiquement, mentalement et moralement, il ne s'est jamais remis. Parce que je disais que pendant les 3-4 mois, après son arrivée, il marchait toujours la tête baissée parce que au camp là-bas, à Auschwitz, s'il regardait quelqu'un dans les yeux, il risquait un coup de bâton et il était mort. Donc il marchait tout le temps les yeux baissés, il criait la nuit, et dès qu'il voyait une miette de pain, il les regardait. S'il y avait quelqu'un qui le regardait, il regardait les miettes de pain et hop, d'un seul coup, il les prenait, il les mettait dans sa poche. La nuit, il criait et physiquement, il est sorti du camp puisqu'il a travaillé, il a eu une vie à peu près normale, mais mentalement, il n'est pas du tout sorti et la nuit, souvent, il criait et il est décédé à Nice en 1998, 15 jours avant son décès. Et il nous a dit, ma soeur et moi, on était à son chevet, il nous a dit « Je ne comprends pas comment le monde entier a pu laisser faire une chose pareille. » Et est-ce que de son côté, est-ce qu'il a eu une évolution, est-ce qu'il a eu une haine envers les Allemands ou est-ce qu'il s'est assagi avec le temps? Comment... Une haine? Non, on ne peut pas dire une haine. Parce que, bon, les Allemands ont fait ce qu'ils ont fait, mais pas la haine. Quand il dit « je ne comprends pas », ça voulait dire comment le monde n'est pas intervenu. En 1943, il y a eu des émissaires juifs et non-juifs qui sont allés voir, fin 43, qui sont allés voir les dirigeants alliés. Staline pour les USA, Churchill pour l'Angleterre, Roosevelt et Truman pour les Américains. Ils leur ont dit, il y a des meurtres de masse qui se passent en Pologne, les gens arrivent par des voies ferrées. Ils les ont suppliés de bombarder les aiguillages qui menaient à Auschwitz ou dans les autres camps. Ils ne l'ont pas fait. Ils sont allés voir le pape. Le pape, c'était une autorité morale aussi. Il n'a rien dit. C'est-à-dire que ce drame s'est passé, les civils, les gens ne savaient pas forcément
Forcément, ils savaient que c'était dangereux quand on arrête des enfants qu'on met dans des trains, c'est anormal. C'est quand on déplace des populations entières comme ça. Mais les dirigeants du monde savaient et ils n'ont rien fait. Donc, la haine, ça sert à rien. La haine, bon, on en a parlé longuement parce qu'au début, ils ont parlé un peu, ils ont essayé de parler, les survivants, mais on ne les croyait pas. On disait construire des usines pour tuer le maximum de femmes, d'enfants, c'est impensable, impensable. Et ça existait pourtant. Donc ils ont arrêté de parler, il a fallu attendre 20 ans, 25 ans. Des gens comme Simone Veil, Serge et Bert Klarsfeld qui ont dit il faut parler, il faut que le monde sache ce qui s'est passé pour que ça n'arrive plus. Donc non, pas de haine, mais plutôt la question, mais il y a d'autres, quelqu'un comme Elie Wiesel s'est posé la question aussi, il a été déporté, il a écrit un écrivain qui a posé, qui a publié 40 livres sur la Shoah et qui cherchait dans tous les sens à comprendre comment une telle chose a pu arriver. Et à la fin de sa vie, il ne comprenait pas comment l'homme a pu laisser faire ça à d'autres hommes. L'humanité a pu laisser faire un drame pareil sans intervenir. Depuis il y a environ 2 semaines, on a pu vous voir sur France 3 à Auschwitz avec une petite fille de déportée. Est-ce que vous vous sentez comme porte-parole de ce qui s'est passé, comme témoin? Pas porte-parole, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a survécu par miracle. Des décisions de ma mère, des fermiers qui ne m'ont pas dénoncé, au mieux m'ont donné à manger. Pas porte-parole, non, mais un peu responsable, disons, porte-voix de ceux qui sont morts, de l'enfant. 1,5 million d'enfants sont morts. 1,5 million d'enfants. 1,5 million d'enfants qui ont été tués simplement parce qu'ils étaient nés dans une famille juive. Alors, oui, je pense que pour tous ces enfants qui n'ont pas vécu, qui auraient pu vivre une vie normale, peut-être aussi faire du bien à l'humanité, mais essentiellement, c'est plutôt porte-parole, c'est un grand mot, mais disons témoin, parce qu'on est, disons, de moins en moins, de dire ce qui est arrivé pour que ça n'arrive plus. C'est plutôt constructif. Voilà, porte-parole, bon, ils sont morts, c'est tout, mais nous qui avons eu la chance et le hasard, je sais pas, de survivre, c'est un devoir, et puis je crois que c'est plutôt positif parce qu'on n'enseigne pas la haine, on enseigne plutôt que justement, c'est tout le contraire qu'on enseigne, que ce qui est arrivé ne doit plus se reproduire, et pour ça, quelle que soit notre origine, quelle que soit notre couleur de peau, notre croyance, de là où on vient, il y a on est tous égaux. Les Allemands, les nazis, c'était leur credo, il y a une race supérieure. Une race supérieure, pour eux, c'était les blonds aux yeux clairs. Bon, c'est complètement fou. C'est complètement fou. Et les gens l'ont cru. C'est ça qui est terrible, c'est qu'il y a des gens qui ont cru ça. Et quand ils ont occupé la France a dit oui, enfin une grande partie de la France a dit oui, ils ont raison. Il y a une race supérieure et des races inférieures. Et les races inférieures, il faut les tuer. C'est complètement... Il y a une seule race, c'est la race humaine. S'il y a une race, il n'y a même pas de race. On est tous des humains, on fait partie de l'humanité, quelle que soit notre origine, quelle que soit notre couleur de peau. Alors, oui, de dire ça, je pense avoir justement
le devoir c'est un grand mot, le droit c'est un grand mot aussi, mais disons que d'être plutôt positif en ne disant que pas que les Allemands, les nazis ont fait ça, il faut... il y a une revanche, il n'y a pas de revanche à prendre. On ne fera pas survivre les morts. Il y a autre chose aussi, c'est que les Allemands qui ont fait ça ont été aidés par d'autres citoyens. En France, il y a eu de la collaboration. Il y a eu aussi ce qu'on appelle des justes parmi les nations qui nous ont sauvés. Mais il y a des pays comme la Hongrie où toute la population a participé. Alors c'est ça qu'il faut essayer de faire entrer dans la tête de tout le monde, c'est que on fait tous partie de l'humanité, et c'est pas parce qu'on est différent qu'il faut nous tuer, nous éliminer, parce que les nazis, dans leur credo de race supérieure, c'était les juifs principalement, mais il y avait les gitans, il y avait les tziganes, il y avait les handicapés, et ainsi de suite. Il y a autre chose que je dis souvent, et c'est pour ça que je vais aussi dans les collèges et les lycées, c'est qu'en 1933, l'Allemagne était le pays où il y avait le plus de prix Nobel, où il y avait le plus de savants, d'écrivains, de musiciens. Il y a eu des élections démocratiques. Les nazis ont été élus démocratiquement. Il y avait trois listes qui se présentaient. La liste des nazis a eu 35% des voix. Ils ont été élus. Dès le lendemain, ils ont supprimé les libertés. Alors, ce que je dis souvent aux jeunes qui vont voter, faites attention quand vous votez, parce que la démocratie, c'est pas éternel. Il y a des pays où on n'a pas le droit de voter. Il y a des pays où, actuellement, on voit en Europe, où il y a des libertés, surtout concernant les femmes, qui sont réduites. Il faut faire très attention quand on va voter. On peut dire, nous, on n'est pas des enseignants, donc on peut dire certaines choses que peut-être les professeurs n'ont pas le droit de dire. Mais à mon avis, il faut les dire. Ouais. Il faut les dire. On a la chance de pouvoir voter démocratiquement. Dans le monde entier, malheureusement, ce n'est pas le cas, surtout. Mais cette chance, il faut faire attention. Très attention. Lors de vos nombreux voyages de la mémoire, lorsque vous accompagnez des collégiens à Auschwitz, oui. Que ressentez-vous lorsque vous allez sur ce lieu, sachant que votre père y a vécu pendant des années? Pas seulement mon père, c'est là où j'ai perdu, et dans d'autres camps, toute ma famille. Et moi, j'ai jamais eu de grands-parents, d'oncles, de tantes, alors que c'était des familles nombreuses. Aussi étrange que cela paraisse, c'est à chaque fois nouveau. Nouveau au point de vue, ce que je ressens personnellement. C'est que je me demande encore la question que je disais, comment cela a pu exister à chaque fois. Ce que je ressens, c'est encore ce qu'on voit actuellement. Le camp est immense, le camp de Birkenau. C'est le tiers de ce que c'était à l'époque. 1,5 million de gens sont passés par là. Alors, à chaque fois, c'est un étonnement. Et puis aussi, c'est souvent les collèges avec qui je vais, c'est des collèges que j'ai vus dans le courant de l'année. Alors, il s'est créé un certain lien et les guides n'ont pas le temps souvent de répondre à toutes les questions. Je complète un peu ce que disent les guides. Mais pour moi, c'est toujours nouveau. C'est toujours une expérience nouvelle. Et qu'est-ce que vous leur dites? Quel est le message donné à ces jeunes collégiens? Eh bien, regardez où conduit, là, vous voyez où conduit justement le mythe de race supérieure,
La haine de l'autre. Il y a un autre aspect des choses dont il faut parler, et je crois que c'est très important. Quand ça va mal dans un pays, parce que quand ça va mal dans un pays, on dit jamais c'est de notre faute. On dit c'est de la faute de quelqu'un d'autre. Ce qu'on appelle un bouc émissaire. Et ça, on a fait croire dans toute l'Europe, entre 1933, d'abord en Allemagne, mais ensuite dans les autres pays, que s'ils avaient des problèmes, tout irait mieux lorsqu'il n'y aurait plus de juifs, de tziganes, de gitans sur cette terre. C'est complètement fou. Ça ne va pas mieux. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut d'abord se regarder soi-même pourquoi ça ne va pas. Ça existait. Ça existait dans beaucoup de pays. Alors ça, c'est aussi un message qui me paraît important. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ne pas chercher un bouc émissaire. Et on le voit bien en France, par exemple, certains, en France, chez nous, il y a certains qui disent tout ce qui va mal, c'est la faute des migrants. Non, c'est pas vrai. C'est voilà la faute des migrants. Les migrants, c'est vrai que c'est un, pardon, c'est une question qui doit être résolue. Mais si avant les migrants, il y avait des problèmes. Quand il y aura des migrants, il y aura des problèmes. Et c'est pas la faute des migrants, tous les problèmes. Donc il faut se battre aussi contre les idées reçues, contre ça. Et de montrer que une fois qu'il y a une dictature qui est installée, qu'il n'y a plus de démocratie, c'est très difficile de revenir en arrière parce qu'il y a la propagande. Il y a les libertés qui sont supprimées, il y a des tas de choses qui sont très difficiles, disons, à remettre en place. Il y a quelqu'un qui a dit, c'est un écrivain allemand, Bertolt Brecht, il a dit faites attention, le ventre de la bête immonde est un corps fécond, ça veut dire que tout peut revenir, il faut faire attention. Et on le voit en Europe, dans certains pays, qui vont vers les extrêmes. Comment avez-vous réagi lorsque vous avez vu le portrait de Simone Veil tagué d'une croix gammée, tout ce qui s'est passé dans Paris? Alors, ça me fait mal, ça fait mal qu'en France, malgré tous les efforts qui sont faits dans l'éducation nationale, malgré ce qu'on fait, en allant dans les collèges, les lycées, ça fait très, très mal. Ça fait très mal parce que quand on vit normalement dans un pays de liberté, comme la France, on a tendance à s'imaginer que l'antisémitisme, le racisme, c'est la même chose. L'antisémitisme, le racisme, c'est exactement pareil. C'est l'autre qui est différent, qui est inférieur. Ça fait mal parce qu'on a tendance à penser qu'on a la chance, Cosca Journaux, il y a toutes les tendances, la radio, il y a toutes les tendances, certaines même peut-être à tort, mais enfin, il y a toutes les tendances qui sont admises, il y a des lois pour ça, on vit dans un état de droit, à la télé, il y a des gens qui peuvent s'exprimer, même si on n'est pas d'accord avec eux, et que des gens, Simone Veil qui est une femme admirable, qui au contraire, elle justement, on parlait tout à l'heure de haine, c'est elle elle a été à Auschwitz, une partie de sa famille a été exterminée, elle a tout fait pour le rapprochement franco-allemand. Donc elle ne parlait pas de haine, elle parlait au contraire, elle parlait que les gens, il faut qu'ils vivent ensemble et on est tous égaux. Ça fait très mal, ça fait très mal. Le racisme, l'antisémitisme n'ont pas leur place en France, mais ça fait mal. Est-ce que pour terminer, est-ce que vous avez un mot à passer ou un message? Un message, d'abord que je suis content de te rencontrer et je pense que les médias ont un rôle très important, très important, surtout maintenant qu'il y a Internet où quelquefois on voit beaucoup de choses immondes. Et le message à passer, ça tient en 3 mots, c'est plus jamais ça. Merci beaucoup.
De rien.